Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain, c'est tout de suite. Avis aux fans du professeur Tournesol, le Conservatoire national des arts et métiers nous a ouvert sa réserve à invention. C'est avec légèreté qu'Élise Foin dompte les éléments, de la soie au polystyrène en passant par le papier, la designer prend son envol. Si vous voulez en découdre dans la capitale, voici 3 adresses qui vont vous plaire, c'est Paris Bagarre en garde. Le papier aussi léger qu'une plume peut devenir aussi transparent et Louise le découpe et le sculpte en suivant des techniques japonaises. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Des clips qu'on clap, des pinces qu'on clip, c'est la douce musique de Clap Paris. D'une idée simple a germé un projet sympa, celui d'ajouter à nos vêtements et accessoires un bijou à clipser. Que ce soit sur un sac en guise de boucle de ceinture ou sur un béret, on laisse libre cours à son imagination et surtout à ses envies irrépressibles de customiser, futer. Si vous faisiez partie de l'équipe sage comme une image à l'école, ce petit bout de papier doit vous dire quelque chose. Le bon point tombé de nos jours en désuétude était là pour récompenser les bons élèves. Au bout de 10, on obtenait une jolie illustration ou même un petit cadeau. Si avec ça, ça ne vous donne pas envie de retourner sur les bancs de l'école. Si le vin s'apprécie sur les tables du monde, on aime aussi le découvrir au fil des pages du livre Pur Jus. Fleur Godard et Justine Saint-Lô sont parties durant 1 an à la rencontre des vignerons de demain. Elles y ont découvert ces artisans et leurs vignobles ainsi que toutes les techniques et philosophies qui accompagnent le travail de la vigne, à déguster sans modération. Les mains dans les poches, beaucoup trop dangereux quand le froid arrive, quoi de mieux que le contact réconfortant de la laine. Alors oui, on vous voit venir, les moufles vous trouvez ça ringard ou enfantin? Détrompez-vous, Toasties rend l'hiver fun et surtout chaud. Préserver les outils et inventions des siècles passés, c'est le devoir de mémoire du Conservatoire national des arts et métiers. Visite en coulisses. Entrer dans le musée des arts et métiers, c'est faire un bond dans le passé. On vous propose de remonter le temps et découvrir de drôles d'objets, et la plupart, vous ne les avez sûrement jamais connus. On vous prépare aussi une petite surprise. Après la visite, on vous emmène dans les coulisses, d'immenses réserves où sont stockés près de 80 000 objets. Une véritable caverne d'Ali Baba. Mais d'abord, faisons un petit point sur le musée des arts et métiers avec Lionel. Derrière cette appellation un peu mystérieuse, c'est un musée d'histoire des sciences et techniques dans lequel on va découvrir à peu près 2 siècles de fruits de l'imagination humaine, d'inventivité. Avec des machines aussi évidentes que le vélo, l'avion, le moteur, et puis des objets un petit peu plus complexes, comme les machines à calculer de Blaise Pascal, par exemple. Et puisqu'on en parle, merci Blaise d'avoir facilité notre scolarité. Juste après la Révolution, la création du Centre national des arts et métiers marque le début de la collection. Au fil des années, le musée continue d'alimenter ses trésors scientifiques et technologiques. Et plus l'innovation est rapide, plus la sélection est difficile. On peut se tromper par rapport à un objet qui nous semble très innovant, puis se rendre compte que 2 ou 3 ans plus tard, il sera devenu complètement obsolète. On ne va pas pouvoir chercher à collecter un échantillon de chaque production industrielle. Donc il faut essayer de trouver des objets un peu totems, un peu significatifs. Il y a 7 espaces dans le musée, tous consacrés à un domaine différent, comme la mécanique, l'énergie ou encore les transports. Plus improbable, on finit même par la visite de l'église. On est implanté depuis 1798 dans un ancien prieuré bénédictin et l'ancienne église priorale a été reconvertie en galerie d'exposition et on y présente des pièces assez mythiques, il y a la Statue de la Liberté, l'avion avec lequel Louis Blériot a traversé la Manche ou encore le pendule de Foucault et tout ça donne un résultat plutôt poétique et scientifique à la fois. Ici, il y a près de 2500 objets exposés, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Le reste du butin est précieusement conservé dans cette immense caverne à Saint-Denis. Ah, voici Rémi, c'est lui notre guide aujourd'hui. En se baladant dans les couloirs, on ne pouvait pas imaginer ça. Ici, une partie du patrimoine français s'étend sur ces immenses étagères. On a vraiment cette vocation à conserver
le patrimoine pour les générations futures, pour qu'effectivement nos enfants, nos petits-enfants puissent encore voir quelque part un Minitel, pour les choses les plus, voire même un iPod, puisqu'on a ce genre d'objets aussi, ou pour nous, voir des objets datant de Jacques Vaucanson, les premiers métiers à tisser, la mécanisation du tissage, ce genre de choses. Et certains objets sont tellement grands que la taille de la salle ne suffit pas. Par exemple, un radar de l'armée de l'air qui est démonté ici en plusieurs pièces. Une fois remonté, il fait quelque chose comme 6 mètres de haut et 5 mètres d'envergure. Donc voilà, là on ne peut pas le stocker monté celui-ci. Mais pas besoin d'être grand pour avoir un poids historique. Dans une autre salle, de plus petits objets sont conservés. On a ici ce qu'on appelle des compactus, donc qui permettent de gagner de la place, dans lesquels on va stocker tout ce qui peut être mis à la verticale sur grille. On a ici par exemple des panoplies d'outils qui sont en fait des démonstrations de tout ce que les constructeurs pouvaient présenter comme outils. Et puis on va trouver aussi des choses en tiroir, donc on a des photographies par exemple, des plaques de verre, des daguerréotypes, les premiers systèmes photographiques. Mission conservation, d'accord, mais il y a aussi toute une partie restauration. Comme un patient malade, les objets atterrissent dans les mains de Rémi pour faire un diagnostic. On va regarder vraiment toutes les altérations. Est-ce qu'on a de la poussière? Est-ce qu'on a de la corrosion? Est-ce qu'on a des fissures? Et en fonction de ces différentes altérations, on va essayer de comprendre un peu quelle est la cause de cette altération. Est-ce que ça vient du climat? Est-ce que ça vient d'un accident pendant un transport, par exemple? Et en fonction de ce diagnostic, des causes des altérations, on va émettre aussi un pronostic. Est-ce que c'est une altération qui va continuer à dégrader l'objet? Une fois le diagnostic établi, il faut soigner ou plutôt restaurer. Mais avec toujours cet impératif, les interventions doivent être réversibles et surtout visibles. Après cette visite, plus d'inquiétude, le patrimoine français est bien gardé. La designer Élise Foin est notre invitée du jour. Elle jongle avec les matières et les nouvelles technologies pour donner vie à ses œuvres. Designer, mais surtout chercheuse, Élise Foin multiplie les expériences dans son atelier qui pourrait s'apparenter à un laboratoire. Elle y apprivoise, découvre et transfigure tout type de matière. Que ce soit le papier, le métal, le tissu, la céramique ou encore le plastique, Élise a un contact particulier avec la matière, car c'est d'abord avec ses mains qu'elle crée. Diplômée en 2003 de l'école Boulle en orfèvrerie et en design de mobilier, Élise enchaîne les expériences. Scénographie pour de grands restaurants, design mobilier pour des groupes de luxe et des éditeurs français, Élise est sur tous les fronts. Après avoir mis son idée à plat et en couleur, Élise fait toujours des maquettes, souvent elle-même, car elle aime bien mettre la main à la pâte. Je fonctionne comme ça parce que j'ai besoin de me rendre compte. En fait, c'est plus rapide de prendre une bande de tissu et de le faire que de devoir modéliser une bande de tissu, de ne pas avoir forcément la réalité du mouvement que ça peut donner, l'effet optique en fait, qu'on a en accumulant la matière, etc. Et ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est d'associer les savoir-faire et de les transformer, comme avec ce luminaire tissé par des vers à soie. En fait, c'est un peu comme une imprimante 3D naturelle. Donc, au lieu de faire un cocon, les vers en fait tissent en 3 dimensions. Donc, l'idée là, c'était vraiment de designer, si je puis dire, le chemin en fait à donner aux vers pour qu'ils puissent en fait tisser cette forme. Et donc, c'est ce qui crée cette idée de nappe. C'est vraiment un lien en fait entre les nouvelles technologies et un savoir-faire ancestral qui est quand même de tisser de la soie, mais d'une façon assez innovante. Innovant, c'est le cas de le dire. Mais avant de donner du travail aux vers à soie, il faut d'abord préparer leur plan de travail. Élise prépare une maquette avant de se rendre chez David Topani, prototypiste et ébéniste, avec qui elle travaille depuis plus de 15 ans. Élise amène ses envies et David propose des solutions. Et en plus, il faut qu'on ait un câble de suspension. Même si le truc n'est pas très lourd. Il faut que ça tende sur les fils électriques. Voilà, il faudrait que ça tire sur les connexions électriques parce que après, s'il y a un court-circuit, ça ne marche plus. Donc voilà, c'est ça. Donc elle vient avec des matières, des idées. Et voilà, après moi, j'essaye de mettre à son service ce que je sais faire. Et David est bien placé pour savoir qu'Élise adore twister les objets et les matières et leur redonner une vie.
Il y a une part de recherche de matière, aussi de tradition, c'est-à-dire qu'elle ne met pas de côté des choses qui ont été faites il y a très longtemps, mais elle les réinvestit, elle essaie de leur donner une autre vie. On avait fait une série de meubles sur des références assez anciennes, mais avec une lecture beaucoup plus contemporaine et qui colle un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Très proche de l'artisanat et du savoir-faire manuel, Élise fait tout de même souvent appel aux nouvelles technologies. La 3D, pour moi, c'est un outil supplémentaire. Pas forcément de création, mais plutôt de mise au point technique. Donc voilà, un demi-millimètre peut compter beaucoup sur un objet. C'est vrai que le design, c'est un métier où il faut avoir le sens du détail, de la précision. Il faut aimer regarder là où on ne voit pas forcément. Et observer, Élise adore ça. J'ai un travail d'observation lié au savoir-faire et du coup l'inspiration est entre guillemets à chaque fois différente et dépend en fait des matériaux que l'entreprise travaille, etc. Et puis après, il y a des aspirations plus personnelles, je dirais, qui habitent chaque créateur. Enfin, voilà. Et moi, il se trouve que c'est plutôt, en règle générale, un rapport à la nature. Des inspirations bucoliques au mouvement poétique, Élise s'approprie des images pour mieux les réinventer. Bonjour Élise. Bonjour Katharina. Élise, vous avez grandi en Franche-Comté dans un monastère entouré de beauté, de nature, d'art. Déjà petite, vous étiez imprégnée par ça? Bon, c'est vrai que moi j'ai grandi dans un cadre finalement assez libre, enfin de créer par soi-même. J'avais des grands-parents qui étaient très bricoleurs avec des ateliers, des établis où voilà, on déconstruisait les objets, on les réparait, on en inventait. Vous avez fait l'école Boulle, d'abord en orfèvrerie, ensuite en fabrication et conception. Une preuve, s'il y en a besoin, que vous êtes vraiment ouverte à toutes les disciplines. Oui. Alors, c'est vrai que moi, je suis arrivée au design je dis souvent par tâtonnement. C'est un peu aussi ce que j'ai dans ma démarche. J'ai pas forcément des idées préconçues sur tout. Je me laisse imprégner et j'aime bien expérimenter. Et c'est vrai qu'en visitant l'école Boulle, j'ai trouvé que cette école était très ouverte en fait, avec beaucoup de disciplines très différentes. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse dans le design, c'est le champ des possibles en fait. C'est-à-dire que on peut être amené un jour à faire un luminaire, mais le lendemain à faire un objet plus industriel du quotidien, voire une pièce unique. Et c'est ce champ des possibles en fait qui moi m'intéresse. L'idée que c'est pas une recette en fait qu'on fait sur chaque objet, mais qu'à chaque fois on peut faire les choses différemment. Vous avez aussi travaillé 3 ans avec André Poutman, une grande dame dans le métier. Qu'est-ce que vous retenez d'elle, de son enseignement? J'en garde un souvenir assez... c'était une découverte en fait. Quand on est jeune, qu'on sort de l'école, on a une certaine admiration. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Et elle avait cette capacité à détourner les choses, à les retwister. Elle aimait les objets du quotidien, mais qu'elle montrait d'une autre façon, ou des matériaux très bruts qui n'étaient pas forcément utilisés dans le milieu de l'architecture intérieure et qu'elle retransposait et ça devenait quelque chose de beaucoup plus noble. Et c'est cette capacité à porter un regard en fait sur les choses, un autre regard que je retiens d'elle. Élise, contrairement à beaucoup de vos collègues, vous avez une approche assez particulière du design parce que vous avez besoin de toucher avec vos mains. Et en résulte parfois des choses inattendues, étonnantes. Et puis le dessin ou la 3D viennent après. Ça, c'est votre façon de fonctionner, de créer? Oui, alors après ça dépend des projets, oui. Mais c'est vrai que oui, j'ai besoin de voir, de comprendre les process de fabrication, de voir ce que ça génère comme chute, comment la matière est transformée, pour m'imprégner de ça et repenser les choses en fait. C'est ce qui m'inspire pour repenser et créer un nouvel objet. Vous fonctionnez beaucoup aussi avec des matériaux de récup.
dans les usines que vous visitez. D'ailleurs, chaque fois que vous commencez un projet, vous visitez l'usine, vous allez vraiment jusqu'au bout du bout pour comprendre... Ou au commencement. Oui, ou le commencement, pour comprendre la commande. Oui, parce que en fait, moi, je travaille quand même avec beaucoup de PME en fait, françaises qui ont souvent des vrais savoir-faire en interne en fait, dans leurs entreprises. Et finalement, comprendre l'outil qui permet de fabriquer, les gens aussi qui font que les objets sont produits, quelles sont leurs contraintes, en fait, comment ça fonctionne, toute cette chaîne. Ça permet en fait de créer l'objet le plus juste quelque part. Vous êtes ambassadrice du design français. Comment est perçu le design français à l'international ? Je pense que le design français a une image très liée au savoir-faire en fait, parce que historiquement, on a cette quand même capacité à... historiquement, on a des arts décoratifs qui ont été très marquants, valorisés, avec des grands ébénistes et tout ça. Donc le design français hérite de ça. Après, je pense que le designer français est très... c'est difficile de le mettre dans des cases parce qu'on a tous des identités très libres. On a des identités tous très distinctes et c'est peut-être le fait d'être aussi différent qui finalement fait l'esprit français. Merci Elise. Merci Fatama. La bagarre, c'est un art. Cours de sumo pour les plus téméraires, des films de kung-fu pour les plus pantouflards. Voici 3 adresses pour se crêper le chignon. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et vaillamment lutté pour ne pas être envoyé au tapis. Alors, prêt pour la bagarre ? On commence par un petit tour de chauffe avant d'enfiler son mawashi, la ceinture traditionnelle des sumo. Oui, Paris aussi a son club d'amateurs. Passionné de sport de combat, Antoine Mavrier enseigne depuis 10 ans le poids lourd des arts martiaux japonais. Dans le sumo, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus fort en contact, c'est-à-dire où il n'y a pas de triche possible. Au judo, on peut maîtriser l'adversaire, le tenir à distance. Au sumo, c'est pas possible. On est tout de suite dans le combat, c'est un combat plein qui dure très peu de temps, donc c'est vraiment dans l'urgence. C'est vraiment le corps à corps pour moi le plus intense. Bon, on dirait pas comme ça, mais au pays du soleil levant, les sumos sont de vrais demi-dieux. Et s'ils frappent du poing et des pieds sur le sol, c'est avant tout pour intimider les mauvais esprits. Un rite ancestral et religieux qui, avec le temps, est devenu une discipline sportive. Mais au fait, c'est quoi les règles du sumo ? La règle du sumo est simple, c'est qu'il n'y a que la plante de pied qui a le droit de toucher le sol. Et ensuite, il faut rester dans le cercle. Donc même à l'intérieur du cercle, si vous touchez avec la main le sol, vous avez perdu. Mais si vous sortez en premier, vous avez perdu. L'image qu'on a du sumo, c'est une image d'un sport de force où chacun doit pousser le plus fort possible. En fait, c'est pas du tout ça. Le sumo, si vous poussez très fort, vous allez vous retrouver par terre. Donc ça ne peut pas marcher. Le sumo, c'est au contraire avancer en étant en équilibre. Donc c'est un sport d'équilibre, avant toute chose. Pas trop essoufflé ? Si vous êtes plutôt team Shaolin que gros bébé en couche culotte, on a l'adresse qu'il vous faut. Repère des cinéphiles et des cinéastes, JM Vidéo a de quoi vous combler au rayon baston. Du brutal, de l'absurde, il y en a pour tous les goûts. Petit passage en revue des pépites de la boutique avec Jonathan, un spécialiste des films de kung-fu. Donc il y a Taichi Master, ça c'est un vrai classique du genre. Il y a Fist of Legend qui est un remake d'un film de Bruce Lee, La Fureur de vaincre. C'est un des films qui vraiment a fait de Jet Li une vedette du genre. Ça, c'est du grand n'importe quoi, fait par Tsuyark, qui est pourtant un maître du genre, mais bon, tous les grands réalisateurs ont fait des mauvais films. C'est du nanar, ça n'arrête pas une seconde, ça part dans tous les sens, ça n'a plus aucun sens d'ailleurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais si ce genre bien spécifique est devenu si populaire au-delà des frontières hongkongaises, c'est grâce à un certain Jean-Claude Van Damme. Van Damme, c'est un cas intéressant parce que c'est Van Damme justement qui a ramené tous ces réalisateurs hongkongais, John Woo, Ringo Lam, Tsuyark. C'est lui qui les a ramenés à Hollywood et donc il a fait des films avec eux et eux ils sont restés à Hollywood pour faire d'autres films. Et c'est depuis ces chefs-d'œuvre du genre qu'on voit autant de blockbusters imprégnés d'arts martiaux. Oui, vous avez bien vu, tout le monde sans exception à la folie ninja. Mais revenons aux fondamentaux du kung-fu pur et dur. On commence par quoi quand on n'y connaît rien ? Détective D, Ip Man, il y a du grand spectacle, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a même parfois du fantastique, il y a même parfois des créatures fantaisistes.
Donc c'est très bien ça. C'est ce que je conseille souvent à des gens qui essaient un peu de s'initier au genre. Pas d'humeur à rester sur son canapé? Dans ce cas, on vous propose de rejouer les sumo, mais dans sa version plus rebondie du caveau de la Lucha Libre. Ce bar à tapas du 5e arrondissement de Paris est réputé pour son ambiance chaleureuse, mais surtout pour ses combats de catch au sol. Et quand ce n'est pas les pros qui font le show, c'est aux clients de monter sur le ring pour tenter de mettre KO l'adversaire. Un coup à gauche, un coup à droite, une fois que la cloche a sonné, il vaut mieux avoir le souffle bien accroché. Sous les lumières des projecteurs et les cris d'encouragement, on assiste à quelques raclées et à de nombreux fous rires. 1, 2, 3, c'est la fin du combat et le temps pour nous de nous quitter, que ce soit du sérieux ou un bon moyen de rigoler. Si vous êtes d'humeur bagarreuse, vous savez désormais où aller. Le papier prend des allures de théâtre d'ombre quand il est découpé soigneusement par Héloïse Bossard. Visite tout en précision. Si on vous dit papier et Japon, vous pensez sûrement à l'origami, qui est l'art du pliage du papier. Mais nous, on vous emmène découvrir d'autres facettes de ces techniques japonaises. Dans la famille de l'art du papier, on demande le kirigami, qui veut dire papier découpé. On parle ici toujours de pliage, mais associé à du découpage. Son usage le plus ancien remonte à quelques siècles dans les temples lors des cérémonies religieuses. Puisque la famille de l'art du papier est très vaste, on va aussi vous faire découvrir un cousin du kirigami, le kirie, appelé aussi dentelle de papier, qui veut dire image découpée. Là, pas de pliage, uniquement un découpage très minutieux et parfois spectaculaire. Et ce savoir-faire, Héloïse Bossard en a fait son métier depuis bientôt 2 ans. D'abord architecte dans un grand cabinet, elle quitte Paris pour s'installer 1 an au Japon et y découvre l'art du papier. Donc j'ai découvert plein de choses magnifiques là-bas, et notamment l'art du papier, que ce soit origami ou le kirigami. Et donc quand je suis rentrée en France, donc en 2016, j'ai troqué mon cutter d'architecte contre mon scalpel de kirigami. Mais finalement, c'est un peu une continuité quand même de l'architecture. Mais son histoire avec cette matière remonte à bien plus loin. C'est un matériau que j'adore. Je crois que j'ai toujours aimé le papier en fait. Vraiment depuis que je suis petite, l'origami, voilà, j'en fais, je sais pas, depuis que j'ai 7 ans, les petites grues en papier. Donc j'ai vraiment toujours été amoureuse du papier. C'est aussi une chose qui me manquait en architecture en fait. On travaille beaucoup sur ordinateur et moi il me manquait le rapport au concret, à la matière. Et la matière, elle l'a rapidement apprivoisée. En véritable autodidacte, Héloïse a découvert les contraintes du kirigami et du kirie par elle-même. On a l'impression qu'on peut utiliser tous les papiers, mais c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que moi, pour ce que je fais, donc quand je veux vraiment faire des découpages très fins, très précis, il faut que j'utilise... En fait, je suis limitée par le grammage. Donc, il faut que j'utilise du papier entre 80 grammes et 180 grammes, on va dire. Fleurs, champignons, feuilles ou poissons, les inspirations d'Héloïse sont très végétales et animales. La plupart des pièces qu'elle vend sur son site en ligne sont uniques, car certaines œuvres demandent des centaines d'heures de découpage, ce qui rend le dernier coup de scalpel très gratifiant. Tout se révèle et voilà, c'est fort entre guillemets en émotion, mais c'est vraiment la satisfaction aussi de se dire j'ai passé un nombre d'heures à découper, mais ouais, ça valait le coup. Et ce temps passé penché sur sa feuille, elle le ressent comme un véritable acte méditatif. Je trouve ça hyper relaxant à faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont au yoga, moi je fais ça. Relaxant justement, mais cela empêche de produire en grand nombre. Héloïse aime expérimenter et elle a trouvé une façon détournée de faire ses kirie en série grâce à la technique du cyanotype. Mais là, Héloïse, on a besoin de vos lumières. Qu'est-ce que c'est le cyanotype ? C'est 2 produits qu'on mélange, qui produisent un liquide photosensible, donc voilà, que j'étale sur le papier. L'idée, c'est de poser des choses par-dessus et ensuite de mettre à la lumière. Donc, comme c'est devenu photosensible, toutes les parties exposées au soleil vont réagir et au moment du rinçage, ça va se transformer en bleu.
Voilà. Et moi, c'est une technique que j'aime bien utiliser en complément de mes papiers découpés. Parce que ça me permet en fait de reproduire un découpage original en petites séries. Sans cesse en train d'expérimenter pour satisfaire ses envies et les commandes des clients, Héloïse souhaite agrandir sa palette de couleurs et peindre elle-même son papier pour obtenir les nuances de ses rêves. Héloïse n'a pas encore trouvé la formule adéquate, mais ça ne saurait tarder. Affaire à suivre. Version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!